Merci d'être venus si nombreux parler de culture et de travail. Je m'appelle Frédéric Tadei. Je vais vous présenter si nécessaire, pour ceux qui n'habitent pas en France, Régis Debray est écrivain. Jean-Claude Mailly est le secrétaire général de Force ouvrière et Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Alors pourquoi cette initiative du 29 mars, qui normalement est la journée mondiale de l'allaitement, et dont vous avez fait une journée consacrée à la culture et au travail? Écoutez, il y a le hasard et la nécessité. Le hasard souvent déclenche une nécessité. Le hasard, ça a été une rencontre avec Philippe Martinez à la fête de l'UMA, sous les auspices des Amis de l'Humanité, c'est-à-dire de Charles Sylvestre et Ernest Pignon-Ernest, président de la dite association. Et nous sommes tombés d'accord avec Philippe que l'ouvriérisme était fâcheux pour les ouvriers et l'intellectualisme était aussi fâcheux pour les intellectuels. D'abord parce que quand on ne se connaît pas, on ne s'aime pas. Et à force de ne pas se fréquenter, les intellos artistes d'un côté et les syndicalistes de l'autre, on adopte un peu l'idée courante, l'idée banale, que l'ouvrier est un beauf qui vote Front National, qui se fout de la culture, etc. On s'est dit tout de même, ça ne va pas. Et puis, on s'est rappelé les grandes étapes tout de même du mouvement ouvrier, qui a toujours été lié au mouvement culturel depuis la fondation de la Bourse du Travail, dont je vous rappelle que la Bourse du Travail, au départ, il y avait 4 services, et le premier, c'était évidemment le service de la mutualité, de l'entraide, mais aussi le service de l'enseignement. Donc, on a fondé une bibliothèque ici, au même moment où on a fondé la Bourse du Travail. Et puis, je ne vais pas vous rappeler les grandes dates. La Marseillaise de Renoir, financée par la CGT. Jean Villard, etc., après-guerre. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on se retrouve, qu'on renoue des liens qui étaient très distendus, un peu par notre faute, mais aussi par la vôtre, messieurs. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que vous étiez tellement pris par les luttes revendicatives que parfois, vous en oubliez une sorte de solidarité qui est la marque de la République française et qui n'est pas la marque de l'Amérique de Trump. La marque de la singularité républicaine française, c'est qu'il y a un lien entre le monde de la culture et le monde du travail, et que ces liens étaient un peu distendus, vous en convenez, et je vous remercie vraiment d'avoir permis ces retrouvailles, qui annoncent sans doute, allez, soyons un peu grandiloquents, une renaissance, peut-être. Allez, à vous. Jean-Claude Mailly. Oui, ce que vient de dire Régis Debray, en fait, on fait le constat, en ce qui concerne la Force ouvrière, mais Philippe complétera, je sais qu'on fait le même constat, puis on en a discuté ensemble. On fait le constat que les liens entre le monde du travail, les salariés, la classe ouvrière et le monde culturel se sont distendus. Régis rappelait... Régis rappelait la création des bourses du travail à la fin du XIXe siècle, notamment sous l'impulsion de Fernand Pelloutier, qui avait une phrase que je cite moi souvent: « Ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur ». Bon. Et dans les bourses du travail, il y avait toute une série d'activités, dont la bibliothèque, dont l'enseignement, dont l'éducation, dont la mutualité, l'accès à la maladie, l'assurance maladie, etc. Et donc ça s'est distendu pour différentes raisons. Et effectivement, le syndicalisme a aussi sa part de responsabilité, y compris parce que certaines fonctions ont été assurées par ailleurs, la sécurité sociale ou l'assurance chômage ou autre, et qu'on ait souvent pris le nez dans le guidon, je dirais, sur la revendication, l'action, ce qui est le premier rôle du syndicalisme, bien entendu. Et s'émanciper, c'est aussi s'éduquer réciproquement. Et donc, on a souvent eu cette discussion avec Philippe, beaucoup de salariés considèrent, et Régis reprend cette formule aussi, beaucoup de salariés considèrent que c'est pas pour eux. Voilà. Il y a une espèce d'autocensure dans l'accès à la culture. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est recréer ce lien, commencer à renaître, une renaissance, moi j'accepte le terme,
qu'on recrée ce lien et que nos organisations ont une responsabilité de créer ces liens entre le monde culturel au sens large et le monde salarial. Bon, après ces pages d'histoire, mes chers amis, Régis a raconté l'anecdote, parce que ça fait peu de temps que nous nous connaissons, même si vous êtes très célèbre, cher Régis Debray. Et comme il est taquin, monsieur Debray, suite à notre échange à la Fête de l'Humanité, il m'a dit « Mais vous seriez jamais capable de faire une initiative où on pourrait discuter de ces choses-là, culture, travail, etc. » Et comme je suis taquin aussi, je lui ai dit « Chiche !» Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Entre-temps, comme on a beaucoup défilé avec Jean-Claude ce printemps, et puis que derrière les banderoles, on ne s'ennuie jamais, mais on peut parler d'autre chose. Entre deux gaz lacrymogènes, ça crée des liens, et j'ai proposé à Jean-Claude de partager cette initiative. Moi, ce qui nous motive, et ce qui m'a motivé, ça a été rappelé, je vais beaucoup dans les entreprises, je discute beaucoup avec des salariés, des militants, et c'est cette phrase qui revient tout le temps, « Cette culture-là, c'est pas pour moi ». Et ça, je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique. Cette forme, comme tu disais Jean-Claude, d'autocensure d'une grande majorité de salariés qui considèrent que... et ça vient après avant les aspects financiers. Hein. Derrière, on peut dire c'est trop cher, etc., j'ai pas d'argent. Mais la première phrase qui vient, c'est pas pour moi. Et donc, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Le beau, la création, ça peut pas être réservé à une élite ou à certains. Et puis, le reste, qui a certainement sa place. Mais limiter le choix de l'éducation, de la culture, à la majorité des citoyens, c'est plus possible. Donc, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui motive la CGT, et je pense que ça, c'est important. Le deuxième aspect, c'est pour ça qu'on a intitulé ce dialogue culture et travail, c'est que nous sommes tous des travailleurs au sens large du terme, et apprendre le travail des autres, pas uniquement l'œuvre finale, mais apprendre la construction du travail de l'œuvre, qu'elle soit dans l'industrie ou au niveau de la culture, eh ben, c'est toujours riche de savoir qu'est-ce que c'est que le travail, comment on travaille, pourquoi on est empêché de travailler, etc. etc. Et ça aussi, je pense que c'est important. Et le troisième aspect, qui est un aspect historique, c'est que les salariés ont des formidables outils que sont les comités d'entreprise. Des comités d'entreprise qui sont attaqués. Je le rappelais tout à l'heure, dans le cadre de la loi travail, des députés avaient posé un amendement pour taxer les salariés par le biais des subventions des comités d'entreprise. On a réussi à repousser cet amendement. Ils ont essayé de remettre le couvert, si je puis dire, dans le cadre de la loi de finances, en reposant le même amendement pour taxer les salariés, c'est-à-dire payer un impôt sur les subventions des CE. C'est inadmissible. Les comités d'entreprise sont attaqués, d'une part, par les moyens financiers, et quelques grands comités d'entreprise voient leurs moyens financiers très amputés, et en même temps, une pression patronale qui consiste à dire le comité d'entreprise est un complément de salaire, et donc profitez-en pour vous payer des chèques emploi-service plutôt que d'aller au théâtre, au musée ou voir des expositions de peinture. Et ça aussi, c'est inadmissible. Donc le souci, c'est remettre en selle, si je puis dire, les comités d'entreprise, former les militants qui parfois cèdent aussi à ce consumérisme, et puis s'occuper d'un salarié sur deux qui n'a pas accès au comité d'entreprise. Et donc comment on réfléchit pour que cela aussi puisse bénéficier, parce qu'on veut écarter personne, puisse bénéficier. Donc voilà, c'est quelque chose d'ambitieux, mais comme disait quelqu'un, soyons réalistes, demandons l'impossible. Justement, à propos des comités d'entreprise, il semble très très loin le temps où, je crois que c'est le comité d'entreprise d'EDF qui invitait Jean-Paul Sartre, par exemple. Ça semble inimaginable aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oh, c'est une question.
Premièrement, j'ai pas osé le dire. J'ai pas entendu, répétez. Sartre est mort. Je m'auto-censure moi-même. Ça, c'est la première chose, mais premièrement, des choses se font. Et puisque vous citez le comité d'entreprise, la CCAS d'EDF, des choses magnifiques se font. Au niveau du cinéma, il y a un festival à Cannes qui est très connu, celui de la montée des marches. Mais à Cannes aussi, il y a un festival qui s'appelle Vision Sociale, organisé par le comité d'entreprise d'EDF, qui projette des films sociaux, comme son nom l'indique, et qui invite des artistes à venir discuter, présenter leurs films, etc. Donc des choses se font. Pas très loin d'ici, il y a un théâtre du comité d'entreprise de la SNCF où il se passe des choses magnifiques. Donc des choses se font. On n'a pas complètement abandonné. Par contre, il y a besoin d'impulser ceux qui font des choses et de les généraliser. C'est ça la problématique qui nous est posée. Et donc, il ne faut pas désespérer. En tout cas, il faut militer pour ça, pour que dans les comités d'entreprise, on puisse inviter des artistes, des créateurs pour discuter avec des salariés de leurs œuvres. C'est, pour moi, le lieu idéal. Encore faut-il qu'on ait du temps pour le faire. C'est un autre sujet, mais quand les salariés travaillent beaucoup, forcément, ils n'ont plus le temps de discuter, déjà sur leur lieu de travail. Alors, aller au comité d'entreprise, prendre du temps, c'est pas possible. Mais ça peut être un objectif de cette journée, d'ailleurs. Oui, Jean-Claude Mailly. Oui, Philippe rappelait qu'il y a déjà des choses qui se font quand même si au fil du temps, les liens se sont distendus. Mais l'un des premiers effets de cette journée, par exemple, c'est qu'on a pu... Enfin, moi, j'ai pu découvrir déjà que certains comités d'entreprise faisaient des choses dont on n'était pas au courant. Donc, on va le voir dans la journée, il y a des choses qui se font, qui se réalisent au-delà de la billetterie, pour me faire comprendre. Donc, et on en parlait tout à l'heure avec Régis. C'est vrai qu'il disait, dans les années 70, les comités d'entreprise invitaient des intellectuels à venir débattre. Moi, étudiant, j'ai fait des conférences d'économie dans des comités d'entreprise à l'époque. Bon, ça, ce sont des choses qui se sont un peu perdues avec le temps, mais justement, l'un des objets, je ne sais pas le seul, mais l'un des objets, c'est de renouer ça. Régis, quelle est votre explication à vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parliez tout à l'heure en disant que l'idéal d'émancipation avait un peu disparu derrière le côté revendicatif. En fait, ce serait l'augmentation du pouvoir d'achat qui aurait pris toute l'énergie des syndicats ou des comités d'entreprise au détriment de l'élévation d'esprit. Non, écoutez, on a changé de monde depuis la création de cette bourse de travail. Les mots culture et travail n'ont sans doute plus le même sens. Disons que pour avoir ce qu'on appelle des pratiques culturelles, définition un peu vague, il faut même trois choses. Il faut du temps, il faut de l'argent et il faut de l'éducation. Généralement, ceux qui ont du temps n'ont pas d'argent et ceux qui ont de l'éducation se détournent de plus en plus de la culture savante. Bon. Donc, ces trois choses à combiner mettent sans doute la question de l'éducation populaire, de l'université populaire, des groupements d'amateurs au centre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu la mondialisation, il y a eu le passage d'une société fondée sur l'écrit ou l'imprimé à une société fondée sur l'image. Il y a eu l'industrie culturelle, l'image ça coûte cher, le texte ça coûte moins cher. L'image industrielle, l'image cinématographique, il faut de l'argent. Il y a un certain nombre de cinéastes ici, je vois Costa Gavras et Guédiguian qui pourraient nous parler de ça. Mais c'est vrai qu'on a changé de monde. On est dans la vidéosphère et la vidéosphère n'est pas favorable à ceux qui sont invisibles, enfin, je veux dire, qui sont soit à la chaîne, soit dans leur bureau et qui ne sont pas sur les écrans. Donc il y a eu, je dirais, une sorte de consumérisme qui s'est installé et parfois on a eu l'impression que le comité d'entreprise pouvait devenir une billetterie. C'est toi qui le disais, et où on est plutôt axé sur Holiday on Ice ou Disneyland que sur Jean-Paul Sartre, ou leur équivalent. Voilà. Donc là, il y a, je pense, une sorte de... Il faut prendre en compte ce changement d'écosystème, je dirais, avec le passage
de l'écrit à l'image, mais il faut tout de même renouer les fils. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on se retrouve tout de même là, dans le berceau de ce qui a été le grand mouvement qui a toujours lié, je dirais, l'émancipation et l'instruction, la création et la production. Et encore une fois, je veux féliciter, je nous félicite, mais je félicite surtout Philippe et Jean-Claude. Alors, ça n'exclut pas les autres syndicats, hein, on est bien d'accord, mais les débuts sont toujours un peu, je dirais, artisanaux, se font sur la base d'amitié personnelle, et voilà. Enfin, il y aura sans doute une amplification du mouvement, mais je suis heureux que la CGT et FO ait pris la tête de ce mouvement. C'est vrai que vous êtes un peu comme André Glucksmann, réunissant Jean-Paul Sartre et Raymond Aron pour les emmener à l'Élysée. C'était les boat people à l'époque. Là, c'est la culture. Je ne sais pas si c'est flatteur ce que vous dites. On s'en souvient. L'important, c'est qu'on s'en souvienne. Comme une ironie, monsieur le dandy ironique. Non, non, nullement. Parmi les explications qu'on pourrait trouver également à cette déconnexion progressive du monde du travail et des intellectuels, mais plus exactement des syndicats par l'intermédiaire des comités d'entreprise, qui pourraient avoir une tendance à devenir des billetteries, comme vous le dites, c'est que est-ce que les pratiques culturelles aujourd'hui ne sont pas devenues des pratiques très personnelles ? On préfère au fond aller prendre un billet pour aller voir Holiday on Ice ou aller à Disneyland avec ses enfants et sa famille, et on a peut-être moins envie d'y aller en groupe, de manière collective, comme c'était le cas autrefois, et éventuellement même avec les gens avec qui l'on travaille. Les pratiques culturelles, au fond, se sont individualisées, tout simplement. Il est plus difficile de mobiliser les gens qu'il y a 30 ou 40 ans. Oui, c'est pas faux, mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement une tendance à l'individualisation dans nos sociétés, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est un rejet de solidarité hein, ou de l'égoïsme, c'est pas du tout ça, mais il y a effectivement une tendance à l'individualisation, mais il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi une forme d'autocensure. Je prends un exemple, moi je suis originaire du bassin minier, quand le Louvre s'est créé à Lens, les gens disaient mais c'est pas pour nous. Voilà. Pourquoi on vient ? Ça va faire pas beaucoup d'emplois et c'est pas pour nous. Or, en fait, on montre bien qu'il y a une forme d'autocensure. Alors, ce qui est vrai pour les musées est vrai pour le théâtre, est vrai pour le cinéma, est vrai pour l'opéra, est vrai pour contact avec le monde intellectuel. Donc, je crois que ce sont les deux choses. Et je pense que nous avons, en tant que confédération, un rôle d'impulsion nous, on forme les militants, etc. On a un rôle d'impulsion à jouer dans les mois à venir, et les années à venir, pour effectivement retisser ce lien. Philippe Martinez ? Oui, premièrement, on n'est pas obligé d'aller... les comités d'entreprise, ce n'est pas les colonies de vacances. On n'est pas obligé d'aller voir une exposition en autocar... autocar soviétique, non, c'est pas ça ? Non, en autocar... En bus Macron, oui, c'est comme dit Jean-Claude. Donc il faut se sortir de ce genre de schéma. Mais en même temps, oui, le collectif apporte beaucoup à l'individu. Découvrir ensemble une œuvre, c'est aussi derrière pouvoir en discuter au travail, par exemple. C'est ça. Et donc je pense que ce qui marque beaucoup les salariés, c'est ce qu'on a dit, c'est l'idée qu'il y a deux mondes qui vivent parallèlement et que ces deux mondes-là, ils ne peuvent plus se rencontrer. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Et en même temps, moi, il me semble que donner du temps pour découvrir autre chose, pour découvrir l'autre, c'est ce qu'il y a besoin aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, quoi. Se parler et ne pas parler uniquement de choses qu'on nous impose. À la télévision, par exemple, ou dans certains médias. Eh bien, ça, c'est important. Donc, la notion d'éducation populaire, la notion d'émancipation, de lien social, la culture peut contribuer à un rôle important dans ce phénomène-là. Et c'est avec ça qu'il faut renouer. Donc, on ne veut pas opposer l'individualisme et le collectif. Le collectif se crée à partir de problèmes individuels. Et donc,
on réunit des individus et après, ça devient du collectif. Et la culture ne peut pas échapper à ça. Régis ? Oui, Philippe, je crois que tu as raison. On peut pas opposer l'individu et le collectif. Mais Tadei a tout de même mis le doigt sur la plaie. C'est-à-dire que le sens du collectif est en train de disparaître. Ce qui est en crise, c'est le commun, la notion de commun. Il y a un film du Front Populaire formidable qui s'appelait La Belle Équipe. Je ne sais pas si c'est... Julien Duvivier. Duvivier. 37. La Belle Équipe, l'esprit d'équipe. C'est ça ce qui est tout de même en train de disparaître. Et au fond, ce qu'il y a derrière notre rencontre aujourd'hui, c'est peut-être cette fatigue de la solitude, cette fatigue du tout à l'ego, cette fatigue du tout à l'image, parce que l'image, c'est l'ego, malheureusement, hein, c'est le gros plan. C'est pas le plan d'une foule, d'un collectif, d'une équipe. Et donc, je crois qu'on est de plus en plus seul, que ce soit au travail d'ailleurs. Hein, je pense qu'au travail, on est de plus en plus seul. Et dans le domaine culturel aussi, malheureusement. Et la disparition des sociétés de pensée, même des écoles artistiques, cette sorte de chacun pour soi, quoi, voilà. Ça, je pense que c'est l'aboutissement de ce qu'il faut bien appeler le libéralisme. Hein. Bon. Et donc, je trouve que c'est une journée de protestation contre la solitude, ce que nous faisons. Voilà. Et bien, on va commencer cette journée de protestation. Je vous remercie tous les trois.